Cadeaux, mais raffinés et fêtes inoubliables. Rien n'est trop beau pour réussir son réveillon de Noël ou du jour de l'an. Car malgré la crise, le business des fêtes se porte bien. Le problème, c'est que les arnaques se multiplient aussi. À Marseille, avec Geneviève et Nicolas, vous allez découvrir la guerre que mènent les inspecteurs de la répression des fraudes contre tous ceux qui tentent de revendre des jouets dangereux. On a des morceaux de toile qui peuvent s'arracher, ils peuvent être dangereux. Nous, déjà, visuellement, ça nous pose un problème. Une enquête qui nous a menés jusqu'en Chine, où beaucoup de jeux défectueux sont fabriqués. Mais ici, pour démanteler les filières des escrocs, les contrôleurs comme Blaise doivent prendre tous les risques. L'inspecteur, dans des cas extrêmes, peut être mis en otage parce qu'il a trouvé des défauts. D'autres professionnels de l'arnaque se sont spécialisés dans les faux produits de luxe, comme le caviar. Nous avons tenté de retrouver ces revendeurs pour découvrir comment ils grugent les amateurs d'œufs d'esturgeon. Quel que soit l'intérieur, c'est pas bon signe. Mais la nouvelle tendance pour les fêtes, c'est de tout acheter par Internet. Et si la toile permet parfois de bonnes affaires, elle ne protège pas des mauvaises surprises. Rachid s'est offert une Saint-Sylvestre de rêve qui s'est révélée finalement un véritable fiasco. Ah, c'est mal foutu un truc, hein. C'est de voir arnaquer les gens. Et vous allez voir qu'il est bien difficile de se retourner contre ces organisateurs indélicats. Le respect n'a plus lieu ici. Le respect n'existe pas ici. Arnaque, tromperie, danger. Quand les fêtes de fin d'année virent au cauchemar, personne n'est épargné. Notre enquête commence dans le sud de la France, avec Geneviève et son collègue Cédric. Au moment des fêtes de fin d'année, ces deux inspecteurs de la répression des fraudes sont particulièrement sollicités. C'est la période de Noël, donc on est dans le cadre de l'opération de fin d'année. Comme tous les ans, un dispositif spécial est mis en place. Geneviève multiplie les contrôles dans les grands magasins pour éviter que des jouets dangereux ne se retrouvent sous le sapin de Noël des enfants. Aujourd'hui, c'est dans la plus grande zone commerciale de France, au nord de Marseille, qu'ils rendent une visite surprise. Tu sais où il est, le rayon jouets? Dans le collimateur des deux inspecteurs, les peluches destinées au premier âge. Et la première saisie au hasard dans ce rayon inquiète Geneviève. Il risque d'y avoir un problème puisque sans aucune manipulation particulière, on arrive à détacher des morceaux de peluche. L'enquêtrice a du flair. Manifestement, cette peluche n'a rien à faire dans ce rayon. C'est un vrai danger pour les tout-petits. Il n'y a pas d'indication sur l'étiquette comme quoi vraiment il serait réservé à une tranche d'âge de plus de 3 ans. Il y a de fortes chances. Alertée par ses vendeurs, la directrice va tenter d'intervenir sur ce contrôle mal engagé pour son magasin. C'est la répression des fraudes. Et en fait, le général, il se présente à l'entrée. Comment? En général, vous vous présentez à l'entrée, non? Ah non. Prise en flagrant délit, la responsable risque jusqu'à 1 500 € d'amende, ainsi que la destruction de tout le stock incriminé. Si on considère que c'est un jouet qui est destiné aux enfants de moins de 3 ans, ça ne va pas. Non, moins de 3 ans, non, avec le plus non. Voilà. Ça et voilà, c'est ça. Ouais. Vous voyez, c'est ça qui s'arrache. Alors, elle prend les devants et se débarrasse sur le champ de toutes les peluches qui perdent leur poil. Il vaut mieux le remarquer et éviter un danger quand même que de risquer d'étouffer un enfant ou quelque chose comme ça. Le risque, il est quand même plus important quand même. Un risque tel que Geneviève prévient immédiatement la direction générale de cette grande chaîne de magasins. Les peluches doivent disparaître de tous les rayons de l'enseigne. Il est tout âge. Le fait d'avoir des pans de peluche qui s'en vont peut entraîner des risques accidentels d'ingestion chez les enfants de moins de 3 ans. Le même jour, tous ces jouets ont été retirés dans près de 300 magasins. Une précaution essentielle à moins de 2 semaines des fêtes de Noël. Ces peluches ont rejoint les 15 000 jouets jugés dangereux que les douanes françaises ont détruits cette année. Inimaginable d'envisager un Noël sans cadeau. À quelques jours du 25 décembre, tous les magasins sont pris d'assaut par les parents venus trouver le présent qui va faire la joie de leur progéniture. C'est un peu la course, oui. Près de 65 millions de jouets sont vendus en France durant cette période. Heureusement, le plus souvent, ils sont conformes à la législation.
Donc chez nous, il y a très peu de rappels de qualité sur les jouets parce qu'il y a beaucoup de contrôles qui sont faits en amont par les services de qualité et de conformité. Pourtant, certains passent encore au travers de tous ces contrôles, et notamment beaucoup de jeux fabriqués à l'étranger. Direction Marseille, le quartier général des inspecteurs de la répression des fraudes. Ce matin, Nicolas, le chef de service, vient de recevoir une alerte. Cette poupée, en apparence inoffensive, est devenue la bête noire de son service. Ce jouet a été analysé comme un jouet destiné aux enfants de moins de 3 ans. Et dans ce cas-là, il y a eu des essais de traction sur les scratchs des vêtements qui ont révélé que ces produits pouvaient être facilement détachables et donc un risque d'ingestion et éventuellement, en imaginant le pire, d'étouffement de l'enfant. C'est sur les jeux destinés aux plus petits que Nicolas et ses collègues sont particulièrement vigilants. Pour éviter que cette poupée fabriquée en Chine ne gâche le Noël des petites filles, ils vont sûrement devoir la retirer de la vente. Ça va? Ouais. Bon, Geneviève, on a reçu les résultats du poupon. La tranche d'âge, pareil, c'est pas adapté. Il est non conforme et dangereux. Alors là, on va notifier les résultats au responsable. Et on va voir avec lui les mesures qu'il est prêt à engager pour figer cette situation et pour que le produit, non seulement ne se retrouve plus sur le marché, mais en plus soit retiré de la vente. Mais vous allez voir, c'est souvent plus facile à dire qu'à faire. Geneviève et Cédric vont maintenant annoncer la mauvaise nouvelle à l'importateur français du jouet. Il est installé à quelques dizaines de kilomètres de Marseille. Pour Geneviève, c'est la partie la plus délicate de son travail. Comme on a appris la dangerosité du jouet ce matin, donc voilà, on a réagi assez rapidement et donc en fait personne ne nous attend. Donc ça risque de pas forcément bien se passer. Est-ce qu'on pourrait voir M. Poirier ou M. Chamela? Je vais appeler. Vous voulez voir les deux ou lequel les deux en premier? Les deux parce qu'il y a un souci sur le produit qu'on a prélevé. Pour le responsable qualité qui a choisi de garder l'anonymat, ça signifie une perte sèche de 500 jouets. Alors Geneviève et Cédric préfèrent être diplomates. On parle bien de celui-là? Oui, c'est ça. Moi, le mien, il a un habit vert, mais c'est celui-là. Le problème vient évidemment de la classification. C'est-à-dire que nous, on considère que c'est inférieur à 3 ans, on considère que c'est supérieur, pour une tranche d'âge supérieure à 3 ans. Et un enfant de moins de 3 ans parvient effectivement à descratcher les vêtements. Tout le problème vient de la tranche d'âge, pour laquelle le jouet est considéré comme dangereux. Et à chaque fois, pour les importateurs, c'est un vrai casse-tête. Là, on n'avait pas de doute, parce que pour nous, la chose est vraiment claire. Donc, comment faire pour que nos violons s'accordent? Vous voulez carrément faire un rappel à retrait de ce genre de produit, même avec une information pour le consommateur qui est claire? Oui, oui. Il faut retirer le produit. Ouais. Si on ne peut pas faire revenir la décision en arrière, forcément, il faudra faire comme on nous dit, quoi. Là, on est un peu pieds et poings liés. Une catastrophe pour cette entreprise locale, d'autant que le plus gros de leur chiffre d'affaires se réalise à Noël. Alors, pour tenter d'adoucir la sanction, Victor et William, les deux patrons, viennent à la rescousse. Mais rien à faire, ils vont devoir détruire tout le stock, une décision bien difficile à accepter. Si ce jouet est destiné aux enfants de plus de 36 mois, il est parfait, il est gentil, il est sympathique, il est achetable, il n'est pas cher, il peut rentrer dans tous les foyers sans qu'il ait aucun problème. Mais si quelqu'un a décidé que ce jouet, manifestement, doit être destiné aux enfants de moins de 36 mois, il n'est pas conforme et il devient dangereux pour les bébés. Mais combien de produits aujourd'hui sont dangereux pour les bébés? Voilà, il faudrait peut-être aller voir là où quelques jouets sont vendus à la sauvette. Et là, c'est encore une autre histoire. On va le faire, M. Chamela. Car ce patron le sait bien, les jouets dangereux ne passent pas forcément par les revendeurs qui ont pignon sur rue, mais souvent par de petits commerçants, moins regardants sur les normes de sécurité.
Et vous allez voir que notre enquête va nous conduire dans le quartier chinois de Marseille, sur les traces d'un drôle de petit chat électrique. Bonjour, la direction de la concurrence, consommation et répression des fraudes. On va faire un contrôle. Mais loin des filières du jouet, il y a aussi ceux qui profitent des fêtes de fin d'année pour arnaquer les consommateurs avec de faux produits de luxe. Et notamment sur les marchés de Noël. À Paris, ils font le plein d'acheteurs en mal d'idées de cadeaux. Un business lucratif pour les commerçants, mais hélas aussi l'occasion de se faire avoir. Il y a 2 ans, des escrocs ont monté un stand sur les Champs-Élysées pour vendre du faux caviar. Pour tenter de les retrouver, nous nous rendons sur les lieux en caméra cachée. Mais les commerçants ne sont pas très bavards. Et vous savez s'il y a du caviar sur le marché ici, là? J'ai pas fait le tour, je sais même D'accord. pas si attendez. Merci. Il n'y a plus de caviar sur le marché de Noël ici, là? Je sais pas. Visiblement pas de trafiquants cette année. Il faut dire que l'affaire s'était finalement soldée par leur arrestation. Ils avaient réussi à écouler 140 kilos de faux caviar. Après 10 minutes de recherche, nous tombons sur ce stand de poupées russes. Nous tentons une dernière fois notre chance. Vous savez s'il y a, comme l'année dernière, un vendeur de caviar russe dans le coin? Vous avez vu ou pas? Non, c'est là, non, posto. Pas de caviar, mais l'homme se souvient très bien de l'histoire. Oui, 2 ans, oui. Le problème, c'est la police et c'est le finish. Et il a l'air plutôt bien renseigné. Il nous indique un nouveau lieu où trouver de quoi nous régaler pour les fêtes. Non, Champs-Élysées. Maybe Montmartre. Montmartre? Montmartre, oui. C'est pour le marché de Noël, Oui. Montmartre. Montmartre, l'autre grand marché de Noël de la capitale. Comme sur les Champs-Élysées, les boutiques sont éphémères. Un avantage pour les arnaqueurs, qui brouillent ainsi plus facilement les pistes vis-à-vis de la police. À peine arrivés, nous tombons nez à nez avec ce stand. Les affiches vantent un produit d'exception, qualité garantie. Impossible de détecter s'il s'agit de vrai ou de faux caviar. C'est le fameux mal au sol russe. Ça veut dire quoi, mal au sol? Mal au sol, ça veut dire demi-salé. Je sais que c'est cher, mais c'est quel prix à peu près? Bah, je suis pas si sûr que c'est cher. C'est pas cher, je suis d'accord. Mais là, par exemple, la boîte de 60 grammes, on le vend pour 40 €. Voilà, et celui-là, la grosse boîte comme ça, 120 et c'est 65. Et c'est du vrai caviar? C'est du vrai caviar, c'est caviar de Sète sibérien. C'est du vrai caviar. Les prix sont ceux d'un produit authentique. Alors nous tentons de savoir si la vendeuse est liée à la bande des escrocs du caviar. Et parce que moi j'ai lu que l'année dernière, il y avait sur un marché des Champs-Élysées du faux caviar qui se vendait, c'est pas ça, hein? Non, c'est pas ça. Et c'est incroyable qu'on dise ça. C'est incroyable. Pourquoi c'est incroyable? Bah, parce qu'en fait, nous, un jour, on voudrait bien être là-bas aussi à Champs-Élysées, parce que là, ça vend bien et tout. Et c'est étonnant que ça veut dire qu'il y a une réputation déjà mauvaise de caviar à Champs-Élysées. Ouais. Et là, c'est pas très bien. Alors, merci. La jeune femme botte en touche. Bon, en tout cas, merci à vous, c'est gentil. Au revoir. Il nous reste un emballage élégant pour un caviar de tradition russe, qui se prétend même impérial. Mais que se cache-t-il vraiment derrière cette jolie boîte? Pour savoir s'il y a arnaque, nous nous rendons chez l'un des plus prestigieux importateurs de France. Ici, le prix des meilleures boîtes peut atteindre 9 600 € le kilo. Un must dans le monde du caviar. Et voici celui qui dirige cette industrie de luxe. Alors, on y va. Monsieur Pétrosian, l'un des plus grands experts des œufs d'esturgeon. Il accepte de nous recevoir dans son laboratoire, un endroit dans lequel peu de gens sont autorisés à entrer. C'est un lieu secret parce qu'en fait, bien sûr, il y a beaucoup de valeurs, donc c'est un lieu voilà, on reste, on met la couvercle dessus. Par contre, c'est Fort Knox ici, hein, c'est... Comme la réserve d'or américaine, c'est un véritable trésor qui est stocké ici. Pour nous, l'expert accepte de tester le caviar, acheté sur le marché de Montmartre. Alors, à première vue, il y a un très joli emballage. Ça, c'est un bel emballage. Alors, Russian Tradition Method, bon, pourquoi pas. Ocetra, c'est le nom du poisson, apparemment. Ouh là 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 là.
Alors, la première chose qui frappe aux yeux, vous voyez, c'est le côté liquide. Vous voyez, alors ça, quel que soit l'intérieur, c'est pas bon signe. Alors après, on va lire l'étiquette CITES. CITES, c'est l'organisme qui contrôle la vente des œufs d'esturgeon dans le monde. Une façon simple de retrouver leur origine. Le numéro inscrit sur cette boîte renvoie au même fabricant accusé voici 2 ans de produire du faux caviar. Un mauvais souvenir pour notre goûteur. Ça a été fait en Hongrie. Alors là, j'ai les plus gros doutes sur ce produit. Pourquoi? Parce que ces gens-là qui ont fait ça, c'est une société qui fait ça, qui a déjà été coincée plusieurs fois parce qu'ils ont fait des produits qui n'étaient pas clean. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas de l'esturgeon. Pas de l'esturgeon, mais alors de quoi est fait ce caviar douteux? S'il ressemble à celui des trafiquants arrêtés par la police, l'ouverture du pot augmente encore les soupçons du spécialiste. Vous avez un côté très liquide, très souple. Vous voyez, regardez, on ne distingue pas les œufs. Vous voyez, ça n'a rien à voir. Il y a un goût, si vous voulez, arrière qui est un peu âpre, comme ça, un petit peu, qui râpe un peu la bouche. Donc c'est indicatif de quelque chose qui est un petit côté chimique. Mais pour l'expert, le problème, ce n'est pas ce goût différent du vrai caviar. En réalité, il doute que ce produit soit fait avec des œufs de poisson. Alors il procède à une ultime vérification en écrasant les grains. Et la surprise, un curieux liquide noir s'échappe. Vous voyez, c'est pas normal qu'on ait une coloration aussi forte. Je pense que c'est de l'encre de sèche. Dans la cuisine, on l'utilise relativement beaucoup. Donc il est fort vraisemblable qu'ils ont mis de l'encre de sèche. Ça correspond assez bien à la couleur de l'encre de sèche. Puis il y a un peu l'odeur. Un vulgaire colorant alimentaire qui pourrait recouvrir des billes de gélatine, comme dans la première affaire. Le pot semble contenir très peu de caviar. À l'œil nu, en tout cas, ce mélange ne supporte pas la comparaison. À gauche, le vrai. À droite, le faux. Aucun danger pour la santé, mais sans doute une belle arnaque. Cet hiver, des centaines de ces boîtes ont été vendues sur le marché de Montmartre. Et cette fois, la police n'y a vu que du feu. Le trafic du caviar à l'encre de sèche n'est pas près de s'arrêter. À Marseille, notre enquête sur les jouets dangereux rebondit. Après les grandes surfaces, l'équipe de la répression des fraudes a décidé de s'intéresser aux petits commerces. Au programme de cet après-midi, les boutiques du quartier chinois. On va faire 2 équipes parce qu'on sait que dans ce quartier, le téléphone sonne vite, les choses se savent rapidement et qu'après, les suivants, on risque de plus les trouver, soit de trouver porte close, soit de ne pas avoir d'interlocuteur. Le groupe de Geneviève va avoir de la chance. À peine la rue traversée, il tombe sur un vendeur à la sauvette. Bonjour monsieur. Bonjour. Où est-ce que vous avez acheté ces petits... C'est la répression des fraudes. Direction de la concurrence, consommation, répression des fraudes. Ces petites peluches, ces chiens et ces chats, où est-ce que vous les avez achetés? Là-bas, le magasin chinois. D'accord. Ok. Dans le premier, là, juste derrière. Oui, le magasin chinois, là, c'est vrai. D'accord. L'homme indique un magasin chinois du quartier. Avant de s'y rendre, Geneviève nous explique pourquoi cet animal attire son attention. Donc là, en fait, ce qu'il y a, c'est qu'on n'a aucun marquage. On n'a rien. On n'a pas d'identification du responsable de la première mise sur le marché. En plus, il est dangereux. Les piles sont trop facilement accessibles pour un enfant. Il ne devrait pas être vendu. Le problème pour l'inspecteur, c'est qu'arrêter ce vendeur ne sert pas à grand-chose. Comme il n'y a pas de facture et que ces jouets sont vendus essentiellement à des forains, à des ambulants, si jamais le produit est dangereux, on n'a aucune possibilité de le rappeler, de le retirer de la vente et de toucher le consommateur, puisqu'en fait, on n'a même pas la liste des clients, des distributeurs. Voilà. Pour Geneviève, maintenant, la seule solution, c'est de remonter la piste. Direction le magasin, indiqué par le vendeur à la sauvette.
Bonjour, madame. Sur la direction de la concurrence, consommation et répression des fraudes, on va faire un contrôle du magasin. L'inspecteur ne va pas chercher longtemps. En évidence, au milieu de la boutique, un carton. À l'intérieur, nos petits chats électriques vendus seulement à 1 € pièce. Donc là, après, c'est le laboratoire qui va, lui, décider si potentiellement il peut être dangereux. Nous, déjà, visuellement, ça nous pose un problème. Un peu plus loin, dans un autre carton, des poupées attirent aussi leur attention. Ça sort complètement. Donc en fait, voilà. On est d'accord. Ouais, ça sort complètement. Donc on a une fermeture toute simple. 80% des jouets vendus en France viennent de Chine. Et ils ne respectent pas toujours les normes. Cette accessibilité aux parties électriques, c'est ce qui peut éventuellement créer un danger pour l'utilisateur. Voilà. Mais là, on ne parle plus au niveau de la sécurité, donc bourre, tout ce qui peut être test sur les jouets pour les enfants de moins de 3 ans, mais plus sur l'aspect risque électrique. Voilà. Ouais. Poupées, petits chats. Si Cédric et Geneviève veulent retirer du marché ces jouets qu'ils estiment douteux, ils doivent comprendre comment ils sont arrivés là. Vous n'avez pas de certificat de contrôle? Non. Des factures de l'ancienne société. Ah, les deux sont en Allemagne. Ouais, et Italie. Allemagne, Italie. Oui. Pour les inspecteurs, ça se complique. Comme souvent, les jouets ne viennent pas directement de Chine. Ils passent d'abord entre les mains d'un importateur, installé dans un autre pays de l'Union européenne. Et en cas de problème, c'est le seul responsable. Cette gérante n'a donc pas grand-chose à craindre. Il faut que vous ayez les certificats. Hein. En plus, elle a le soutien de ses clients. Non, nous, on est là juste pour contrôler la sécurité. Savoir si non seulement les vendeurs sont sympathiques, mais que les jouets ne sont pas dangereux. Ils sont commerçants et ils ne sont pas du tout dangereux. Ils sont très bien. Et ils ne sont pas dangereux. Il n'y a que le laboratoire qui peut dire si un jouet est dangereux ou pas. C'est pas dangereux, leurs produits. C'est très très bien. Moi, j'ai testé chez moi pour mes enfants et mes petits-enfants. Il n'y a pas de souci. Oui, vous savez, la réglementation jouet est très 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 compliquée. Seul un laboratoire certifié peut décréter un jouet dangereux et l'interdire à la vente. Geneviève prélève un exemplaire pour analyse. La gérante semble accepter la décision. Donc madame apparemment s'est engagée par précaution à retirer les produits de la vente. C'est vous qui avez souhaité le faire. Voilà, en attendant les résultats du laboratoire. De toute façon, vous avez dit qu'il n'y a pas une norme de CE, tout ça, etc. Je peux tirer à la vente, c'est tout. Vous allez le renvoyer à votre fournisseur? Je peux donner à la fournisseur. 他叫你把那个线子拿起来，往后面拿一下，他拍一个照，就这样子。他说：“你拿吧，太重了。”哪个箱子？小猫那个箱子。 En réalité, le petit manège de la responsable du magasin n'a qu'un but. Se débarrasser des inspecteurs pour remettre la marchandise en vente au plus vite. 拿后面去。他就叫你拿后面拿一下。 Au même moment, la deuxième équipe s'apprête à contrôler un autre magasin. Bonjour, je me présente, Madame Concurrence, Consommation, Répression des fraudes. Alors que Virginie va contrôler les factures pour vérifier l'origine des jouets, la vendeuse a une réaction inattendue. Ce qui m'a envoyé des marchandises un peu bizarres. Elle présente d'elle-même 2 articles qui lui posent problème. Impossible, je ne travaille plus avec J'ai pas compris. Il m'a envoyé ça. Oui. Que ça, c'est invendable. C'est immontable. Invendable. 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 Invendable et pour cause. Ce puzzle en mousse a déjà fait parler de lui. Fabriqué avec des particules nocives, notamment du formamide, un produit chimique cancérigène. Ces tapis d'éveil sont toxiques et interdits à la vente depuis 2010. Personne qui le veut, c'est démodé. Selon la commerçante, elle serait victime de son importateur. Il vous a obligé à acheter ça? Non, il me trompe. Au lieu que je commande 6 cartons de poupées jolies, mignons, à 2,50, le même prix, je sais pas, exemple, il me donne ça. Vu le danger que représentent ces tapis, les enquêteurs sont inquiets. Ils doivent s'assurer que la vendeuse n'en détient pas d'autres. 4, 5, 6, 7, 8... Les tapis, tout ce que vous avez, vous en avez en stock? Oui, vous avez encore en stock?
Et dans la remise, Virginie trouve 2 cartons bien remplis. Il y en a 3 étages, là. Si le stock avait été vendu, de nombreux bambins auraient pu s'intoxiquer, sans même que la commerçante se rende compte du danger. Donc ça fait combien? Il y a 2 cartons. 48. Oui, j'ai donné les 9. En tout, près de 60 tapis en mousse. Cette fois, pas besoin d'analyse pour les retirer de la vente. Ils seront détruits au plus vite. Les jours qui suivent, les enquêteurs de la répression des fraudes multiplient les contrôles. Et presque à chaque fois, trouvent des jeux qui leur semblent non conformes. Ce matin, nous retrouvons Geneviève et Cédric avec leur moisson de jouets suspects. Dans ce laboratoire, l'un des 2 seuls en France, ils vont subir des tests poussés. C'est le laboratoire qui va pouvoir vérifier le jouet au regard des normes quant à la sécurité. Voilà. Les échantillons qu'on a prélevés hier et aujourd'hui. D'accord, pas de problème. Dans ces sacs, le petit chat qui inonde les rues de Marseille et les magasins chinois par cartons entiers. Et justement, c'est par cette peluche que Frédéric a décidé de commencer sa batterie de tests. Je t'ai amené le jouet. Le directeur du laboratoire analyse plus de 1000 jouets et poupées par an. Et à première vue, celui-ci ne lui inspire pas vraiment confiance. Rien qu'à travers le plastique, là, on peut ouvrir directement, mais heureusement, il y a les détrompeurs. En réalité, ce n'est pas la partie électrique qui pose problème, mais un petit détail qui a échappé aux inspecteurs. Dès lors qu'un jouet est destiné à un enfant de moins de 3 ans, s'il y a un petit élément qui rentre dans ce gonzier, on considère qu'il y a un risque pour l'enfant d'étouffement, donc c'est un petit élément de dangerosité. Au fond de ce tube, voyez, le collier élastique de l'animal. Donc là, on va regarder. Voilà, on va le lancer. Si l'accessoire casse trop facilement, les jeunes enfants pourraient le porter à la bouche et s'étouffer avec. Alors il faut tester sa résistance. Le chat échoue au test. La norme oblige les petites parties des jouets à résister à une tension de 90 newtons. Or, celui-ci est loin du compte. Après quelques actes de maltraitance supplémentaires, le petit chat suspect va pourtant être autorisé à la vente. Il n'y a pas de problème, pas de souci. Il y a pourtant une condition, et ça change tout. Les importateurs de ce jouet devront spécifier l'âge minimum des enfants auquel il est destiné. En l'occurrence, plus de 3 ans. Parmi les jouets suspects, il y a aussi ce petit ourson d'apparence inoffensive. La réglementation l'oblige à résister à une flamme pendant au moins 3 secondes. Le jouet ne semble pas prendre feu, quand soudain, il se transforme en torche. Mais il n'y a pas que les jouets dangereux qui peuvent gâcher Noël. Depuis quelques années, la grande mode pour réussir ses fêtes, c'est de passer par Internet. Au mois de décembre, 30 millions de Français font leurs achats via leur ordinateur. C'est même devenu le moyen préféré pour réserver la soirée du Nouvel An. Passer la Saint-Sylvestre dans un cadre agréable, rendre son réveillon inoubliable. Sur la toile, c'est une surenchère d'offres alléchantes. En un clic, tout est organisé pour vous. Mais vous allez voir que le nombre d'arnaques explose. C'est la mésaventure qu'a vécu Bertrand l'an dernier. Avec 2 amis, on lui avait promis une merveilleuse soirée. Champagne, soirée feu d'artifice, buffet, donc voilà, ça faisait quand même très sérieux et bon, on s'attendait. C'est sûr que bon, on s'attendait à une soirée exceptionnelle. Malheureusement, il va très vite déchanter. Il n'y avait pas de buffet à proprement parler, il y avait quelques verres remplis de biscuits apéritifs. On s'est retrouvés à passer un temps fou dans une cohue pour essayer d'avoir un verre de Coca-Cola ou un verre
un verre de champagne qui n'était pas du champagne. Bon, sur le coup, effectivement, j'avais un peu la rage, j'avais envie de voir ce qui était faisable pour être remboursé. Une semaine passe, les jours passent, et puis bon, on s'en rappelle comme d'un mauvais souvenir, mais c'est pas, on va pas prendre le temps de se dire bon, je vais aller porter plainte, je vais faire toutes les démarches pour essayer de récupérer ce qui est récupérable. Nous avons retrouvé le site sur lequel s'est inscrit Bertrand. Spécialisé dans les fêtes de fin d'année, il nous promet une soirée d'exception avec feu d'artifice privé. Les prestations sont présentées comme haut de gamme. Les prix s'échelonnent de 70 à 197 € et comprennent buffet dînatoire et champagne. Pour s'inscrire, un simple numéro de téléphone portable. Nous décidons de tenter l'expérience. Et je voulais savoir ce que vous aviez à me proposer. Vous cherchez un dîner assis, plutôt une soirée ou un combiné de dîner assis plus soirée? Mais en tout cas, quelque chose où on se sente bien et qui fasse un petit peu prestige. Ce que je vous conseille, c'est le réveillon qui se déroule une soirée qui démarre à partir de 23h jusqu'à 5h du matin. Très très précieux, donc vraiment très agréable, ils sont très bien. Oui. C'est vraiment un réveillon à la même attente. D'accord. Quelques heures avant la soirée, sur le site internet, fini les tickets à 60 €. Les retardataires devront au minimum débourser 157 €. 21h30 le soir du réveillon, parc de Vincennes, à l'est de Paris. De nombreuses voitures sont déjà garées à l'entrée. Munis d'une caméra cachée, nous nous présentons billets à la main. Devant l'entrée, une première alerte. Cette famille vient de se faire refouler. On ne peut pas rentrer avant 22h30. Ils ont bien leur billet, mais doivent encore attendre 1 heure sous la pluie. D'abord, on n'a pas le droit de manger. Même si on paye, on n'a pas le droit de manger. Même si et en plus, vous ne pouvez pas rentrer avant 22h30. Il ne faut plus prendre sur Internet. Moi, je crois que c'est de l'arnaque pure et simple. Nos billets sont, semble-t-il, les mêmes. Et pourtant... Bonsoir. Allez-y, c'est bon. Bonne soirée. Merci. Pour nous, pas de problème. À l'intérieur, une première explication. La foule a déjà investi les lieux. Et les organisateurs font entrer les suivants au compte-gouttes. Dans la salle principale, en revanche, ce n'est pas encore la grande ambiance. Mais quand nous décidons de profiter du buffet, une mauvaise surprise nous attend. Excusez-moi monsieur, il reste quoi en salé? Seulement des salades à cette heure-ci. Il n'est que 22 h et il n'y a déjà plus grand-chose à manger. Pour ne pas mourir de faim, la seule solution, c'est la baraque à frites. Installée par les organisateurs juste derrière la salle de réception, le menu hamburger avec frites y est vendu 12 €, sans boisson. À l'intérieur, nous découvrons le seul endroit où l'on peut boire et manger assis. Seulement une dizaine de tables. Rachid a payé 160 € pour cette soirée, cher pour rester debout. Il y a 80 places, il y a 2500 personnes. Ah, c'est mal foutu en tout cas. C'est de boire avec les gens. Et il n'est pas le seul à penser ça. Un peu plus loin, à cette table, ce groupe estimait avoir le droit de partager une coupe de champagne, comprise dans leur ticket d'entrée. Ils sont pourtant sur le point de se faire déloger. Parlez. Vous prenez, si vous voulez la table, monsieur, prenez une bouteille. Sinon, il n'y a pas de solution. Une bouteille qu'il faut payer 150 €. Le père de famille refuse. Très vite, le ton monte. Prenez une bouteille, c'est une tranquille. Non, monsieur. Je vous demande de vous lever. Ce chef d'entreprise n'en revient pas. Il ne pensait pas être traité de la sorte un soir de réveillon. On attend tranquillement, minuit, pour aller chercher nos coupes de champagne et pour la boire tranquillement. Et on nous chasse avant. Le respect n'a plus lieu ici. Le respect n'existe pas ici. Contrairement à lui, la majorité des clients a pris des tickets avec consommations illimitées. Mais quand ils arrivent enfin au comptoir, après 30 minutes de queue, une mauvaise surprise les attend, eux aussi. Seulement 4 serveurs pour 2000 personnes. Quant au stock de bouteilles, il n'a pas l'air très fourni. Heureusement, il reste du champagne. C'est du vrai champagne ou pas? Ouais, au moins. Du vrai champagne. Mais hélas, 1 heure plus tard, les bouteilles sont elles aussi en rupture de stock. Dans le parc, les déçus se regroupent. Malgré les sourires de façade, ils se sentent floués. Non, c'est moyen.
Ouais. C'est moyen, niveau bouffe, c'est moyen. Je suis venu pour m'installer sur une table, avoir des assiettes, des couverts. Et est-ce qu'il y avait ça? Que dalle, t'as pas vu ce qu'il y avait? Et quel surgelé qu'on vous a servi. C'est soirée de merde. Nous retrouvons Rachid qui ne décolère pas. Pour lui, les organisateurs sont malhonnêtes. Un premier de l'an monté pour gagner beaucoup d'argent, rapidement. La soirée, au début, elle se passait bien, mais bon, là, j'ai l'impression par rapport au nombre de personnes, c'est plus une usine, c'est plus je rentre du fric et voilà. Au niveau de la prestation, elle n'est pas top. Genre, moi, j'ai pris la formule buffet et voilà, quand ça avéré qu'on arrivait, on a mangé taboulé et pimentaise, quoi. Donc, c'est pas soirée camping non plus, quoi. Moi, je trouve que par rapport au prix, par rapport à la prestation, je pense qu'il y a vraiment un manque à gagner, quoi. Moi, je vous dis honnêtement, moi, j'ai pris une bouteille et là, à 2h, je m'en vais, quoi. Pour Rachid, la soirée est définitivement gâchée. Mais pour d'autres, c'est encore plus grave. Car le vrai scandale, ce sont les dizaines de personnes toujours bloquées devant l'entrée. Victimes de l'affluence de la soirée, ils n'ont pas pris la précaution d'arriver tôt. Et ils risquent bien de passer le début de la nouvelle année sous la pluie. J'ai hâte d'être venu, on attend. Je crois qu'on va attendre jusqu'à la fin, on va repartir en fait, avant de commencer. Vous allez louper le nouvel an du coup? Ah bah ouais, peut-être bien. On va le passer sous la pluie, là-bas, dans la boue. Tant pis, on le passera quand même comme tout le monde. On va où? À 3 minutes de la grande joie de tout le monde, on va le passer ici. Le jeune homme ne croit pas si bien dire. Il est déjà minuit. Joie pour les uns, déception pour les autres. Ce soir-là, ils étaient près de 2000. Pour les organisateurs, une affaire juteuse et un confortable chiffre d'affaires évalué à 200 000 €. Le lendemain, nous cherchons à les contacter. Hélas, le site s'est métamorphosé. Plus de numéro de téléphone et aucune mention légale qui pourrait permettre de retrouver les patrons de la soirée. Pourtant, elles sont obligatoires sur tous les sites internet marchands. Les jours qui suivent, en revanche, nous trouvons de nombreuses plaintes de participants sur le net. Une belle arnaque. Je n'ai jamais passé une soirée aussi pourrie. Et sur le plus célèbre des réseaux sociaux, une page vient même d'être créée. Une quinzaine de déçus s'y déchaînent. La soirée était pourrie pour le prix. Je trouve que c'est très mal organisé. On passe la soirée à faire la queue. Oui, vraiment une soirée décevante. Je ne suis pas prête d'y remettre les pieds. Vraiment une organisation de merde et un foutage de gueule pour ce qu'on a payé. Des plaintes qui ont de grandes chances de rester vaines. Car les organisateurs sont devenus introuvables. En appelant les propriétaires de la salle, ceux-ci finissent par nous donner le nom d'une grosse agence événementielle. Elle loue de nombreux lieux de prestige dans la capitale. Au téléphone, l'un des responsables reconnaît avoir organisé le réveillon. Mais pour lui, pas de raison de se plaindre. Bonjour, je peux vous donner l'information dont vous avez besoin si vous voulez. J'ai pas de souci avec ça, juste l'interview, on préfère vite. On n'a pas vraiment de justification à donner ou quoi que ce soit. Ouais. Alors j'ai vu aussi sur internet des sortes de petites réclamations, des gens qui disaient que c'était pas très bien passé, que c'était une usine, qu'il y avait beaucoup de monde, très peu de serveurs. Vous pensez quoi de tout ça? Vous avez beaucoup de retours d'insatisfaits? Non, on n'a pas énormément de retours insatisfaits, en tout cas pas chez nous. Chez nous, on essaie de vraiment se positionner comme quelque chose de qualitatif. D'accord. Il y a des organisateurs qui font du réveillon de masse. Nous, on est vraiment positionnés sur des lieux haut de gamme. Au revoir. Pas de nouvel an de masse. Pourtant, ajoutée aux 2 autres soirées qu'elle a organisées simultanément ce 31 décembre, cette agence a drainé plus de 5000 clients en une seule nuit. À 9700 km de là, à Shenzhen en Chine, il y a un homme qui en revanche fait tout ce qu'il peut pour que vos fêtes de fin d'année se passent bien. À 42 ans, Sébastien est devenu l'un des contrôleurs qualité les plus puissants d'Asie. Son métier, vérifier les produits chinois, et notamment les jouets, avant exportation. Le parcours professionnel de ce Français a tout d'une success story. On a commencé dans ce petit bureau qui est là, qui fait 3 mètres carrés, en 2005. Ça a changé, oui. Aujourd'hui, plus de 7000 salariés travaillent pour lui.
Et Sébastien a ouvert des bureaux un peu partout. Mais ça, c'est juste un bureau, hein, parce qu'on en a 6 en Chine. Et on en a à Hong Kong, on a 18 bureaux dans le monde. Bureau à Vancouver, New York, Medellín en Colombie, Sao Paulo au Brésil, Madrid, Paris, et la liste est longue. Londres, New Delhi, Ho Chi Minh. Vu la quantité de jouets défectueux, le contrôle qualité est devenu un passage obligé. Et le nombre d'inspections est en constante augmentation. Je crois qu'hier, on a fait 380, 350, 400 par jour dans toute l'Asie. Hein. On en fait en Chine 200, 250. Dorénavant, Sébastien est payé pour contrôler presque tout et n'importe quoi. Et là, vous avez des plaquettes de make-up, des trousses de maquillage pour les petites filles. Donc là, les normes, si ça, soit c'est du maquillage aux normes, mais ça coûte très cher et on ne peut pas vendre ça comme un jouet. Et donc il y a beaucoup de risques là. Donc elles se mettent ça, elles se peignent et pam, elles ont une grosse allergie au mieux. Après, elles sont toutes moches, elles pleurent. Allez, je vais vous montrer quelques produits. Dans cette caverne d'Alibaba, il a accumulé une partie des jouets testés ces dernières années par ses services. Ces petites balles aussi, vous savez, ces petites balles chinoises là. Et ça, c'est simple, hein. Il faut s'assurer que ce soit suffisamment solide pour pas que ça s'arrache facilement, parce que les petits-enfants peuvent les arracher. Donc en fait, on fait des tests. Bon, la peluche, c'est très classique. Hein. Qu'est-ce qu'il faut dans une peluche à tester? Bon là, c'est que tout soit bien accroché. Parce que le petit bébé, si ça tombe, ou l'oreille, il le porte à la bouche et tout ça, il faut qu'il y ait des risques d'ingurgitation. 1. Et 2, le gros risque qu'on a également dans les peluches, c'est que tout ça, c'est cousu dans les machines. Et comme dans toutes les machines à coudre, il y a des aiguilles qui se cassent. Et évidemment, la majeure partie de ces jouets défectueux sort tout droit des usines de production de la région. Sous le sapin de Noël, 3 jouets sur 4 sont fabriqués en Chine. Donc de toute façon, c'est un gros marché. Le problème, c'est qu'en Chine, la culture de l'inspection n'est pas vraiment entrée dans les mœurs. Alors faire du contrôle qualité ici peut être un métier dangereux. C'est ce que nous confirme le directeur marketing de l'entreprise. I mean, this is extreme, but when we have had the inspectors turned away, we even had one inspector go missing once. Really, went to the factory, never heard from him. Actually, I never know what happened to him. Did we? No, I don't. Until now? Actually, I don't know what. I heard about it because operations was like one of our inspectors is missing. Il faut dire qu'à Shenzhen, il y a de quoi se perdre. Il y a 30 ans, il n'y avait ici que des champs à perte de vue. Le petit village est devenu une mégalopole de 10 millions d'habitants et l'une des zones économiques les plus dynamiques du pays. C'est le cœur de la production industrielle chinoise. Mécanique, électronique, mais surtout en quelques années, Shenzhen est devenu le berceau du jouet avec 70% de la production mondiale. Alors forcément, avant les fêtes, les équipes de Sébastien multiplient les contrôles. Téléphone à l'oreille, boisson énergisante à la main, voici Blaise. Ce franco-canadien de 32 ans se donne du courage avant de commencer sa tournée dans les usines de la région. Car pour cet inspecteur, les pressions sont quotidiennes. Il peut y arriver que l'inspecteur, dans des cas extrêmes, peut être mis en otage parce qu'il a trouvé des défauts avec qui l'usine n'est pas d'accord. Donc l'usine le force à ne pas partir de l'usine jusqu'à ce qu'il corrige son rapport, il efface quelques photos très parlantes de défauts. Ça peut aussi monter jusqu'au niveau de violence. Avant chaque visite, Blaise a une boule au ventre. Pour lui éviter de prendre des risques supplémentaires, nous l'accompagnons en caméra discrète. À l'entrée, un garde contrôle tous les allées et venues. Une fois à l'intérieur, il faut montrer patte blanche. Cette femme est l'une des responsables de l'usine de jouets. Pour éviter que Blaise ne s'approche des lignes de production, elle a préparé un bureau où se déroulera le contrôle. Des petits pingouins lumineux destinés au marché européen. Mais très vite, le ton monte. Why was so sudden arrangement to coming to visit us?
Visiblement, notre présence dérange la responsable. Elle nous suspecte d'être des journalistes. We have some new employees here, and I'm just training them, just to show them how to do an inspection, basically. So this is something that everyone does as a part of our company. So we show them. So today is your factory, maybe not. Next week is another factory. Yeah, but then I think this is not appropriate arrangement. If we are not, we are not informed, and just come by and say, hey, I can't stay. That's not the right approach. We are not supposed to take any photos. Okay. And not supposed to walk around. L'inspection va se dérouler dans un climat tendu. Mais au final, Blaise ne décèlera aucune anomalie sur ses jouets. La tournée se poursuit. L'autre difficulté pour Blaise, c'est de trouver l'adresse des entreprises. Le boom de Shenzhen est tel qu'il s'en crée une nouvelle presque tous les jours. 哎，你好，那个油大村神水路往哪边走？神水塘啊！虎林的那里吗？是啊，向左拐就是。哦，虎林的向左拐是不是？那个牌子就在那里。哦，那成。谢谢啊。好，谢谢。哎。 Après 20 minutes de recherche, voici l'usine. Elle s'est spécialisée dans l'exportation de jouets vers l'Europe. Cette fois, nous sommes autorisés à filmer. En prévision du contrôle, des dizaines de petites mains s'affairent à nettoyer les jouets. Des ours, des peluches, mais aussi ce livre en tissu pour tout petit, pour lequel Blaise s'est déplacé. Le but, c'est de choisir les cartons au hasard, pas seulement sur la surface, en haut et devant, mais aussi dedans aussi, parce que s'il y a un problème, on veut un échantillon représentatif, quoi. Pour éviter de se faire manipuler par les fabricants, les inspecteurs qualité ont une technique bien à eux. Keiwen, le collègue de Blaise, oppose un autocollant sur les cartons de son choix. Ici, des jouets destinés à la Belgique. Les contrôles vont durer plusieurs heures. Keiwen commence par photographier le jouet sous toutes ses coutures. Mais pour s'assurer qu'il n'est pas dangereux, cela ne suffit pas. Maintenant, on va passer le produit dans un détecteur de métal pour voir s'il n'y a pas d'aiguilles dedans. Des aiguilles oubliées, une teinture dangereuse, une taille non conforme ou encore une substance interdite. Tous les jouets subissent pas moins d'une vingtaine de tests. Et pour finir, ils doivent passer le contrôle le plus exigeant. L'inspecteur va faire un test pour tirer avec une force de 70 newtons pendant 5 secondes pour voir si le produit va se casser ou pas. Bonne nouvelle, après quelques secondes, le jouet résiste toujours. Et même au-delà des espérances. Il ne cédera qu'à une pression 2 fois supérieure à la norme. Aucun risque donc avec ce livre. Dans quelques jours, il deviendra peut-être le jouet préféré des bébés belges. Malgré le travail de centaines d'inspecteurs comme Blaise, des jouets dangereux réussissent encore à passer les frontières. C'est ce qu'ils suspectent pour cette peluche jaune et bleue destinée au marché américain. Blaise n'a pas pour mission de la vérifier, pourtant... Il y a un risque pour ce produit de ne pas être aux normes. Ça, c'est pas un produit que vous avez à la charge d'inspecter, c'est ça? Ça, c'est pour un autre client, ça. Moi, je ne veux pas trop détruire le produit, mais vous pouvez voir ici qu'il y a des cheveux qui s'arrachent. Un gros défaut. Alors, cette peluche sera-t-elle expédiée aux États-Unis ou pas? Blaise n'en sait rien. En tout cas, pour éviter les contrôles, certains fabricants ont plus d'un tour dans leur sac. Il y a plusieurs possibilités pour ce genre de problème. Donc, une, c'est que l'usine a peut-être sous-traité le travail chez quelqu'un d'autre. Et puis là, les spécifications ne sont pas aussi bien suivies. Deuxième chose, c'est que
peut-être le client a demandé que le produit soit testé en laboratoire selon les normes européennes ou américaines ou autres, et que l'usine ne l'a pas fait. Donc elle a produit un faux certificat. Aujourd'hui, de plus en plus d'industriels chinois jouent le jeu et se plient aux réglementations internationales. Pourtant, près de 30% des jouets inspectés sont encore déclarés non conformes.